L'équipe de France a remporté sa demi-finale de Coupe du Monde contre le Maroc hier. Voilà, une victoire. Toutefois, au goût amer, si la plupart des rassemblements se sont déroulés sans heurts et dans la joie, plusieurs grandes villes ont été le théâtre de tentatives d'attaques planifiées par des groupuscules d'extrême droite contre des supporters du Maroc, à Lyon, Nice ou encore à Paris, où 47 militants d'extrême droite ont été interpellés à proximité des Champs-Élysées et arrêtés pour groupement en vue de commettre des violences et port d'armes prohibés. Matraques, poings américains ont été retrouvés dans les affaires de ses proches de mouvements comme le GUD de Génération Identitaire ou de groupuscules supposés être dissous comme les Zouaves Paris. Ils voulaient clairement en découdre sur les champs, a déclaré une source policière qui a également fait savoir que 14 d'entre elles sont fichées S par la Direction générale de la sécurité intérieure. Alors ces arrestations n'ont pas empêché des agressions racistes à l'encontre des supporters marocains. Je vous propose de regarder quelques images. C'est des vieux, regardez, c'est que des grands. N'y allez pas, s'il vous plaît. Non, regardez, c'est que des grands. Vous voyez pas qu'ils font exprès pour qu'on se batte. Il y a mon petit frère. Poitiers, il y a des façons là. Casse-toi. Poitiers, il y a des nazis ici là. Casse-toi, c'est bon, j'ai ta tête, enfoiré. Allez, cassez-vous de là, les nazis. Cassez-vous. Et pourtant, ça faisait des semaines que les admirateurs d'Éric Zemmour et de Jordan Bardella prévenaient que ça allait dégénérer, mais ils n'avaient pas dit que ça viendrait de leurs alliés identitaires. 2018, finale avec l'équipe de France victorieuse, il y a eu des émeutes, il y a eu des débordements, il y a eu des incidents, il y a eu des arrestations. On en a peu parlé. Il y en a eu. Pour préparer l'émission, je suis retourné voir des articles. Excuse-moi, mais les incidents étaient commis par qui? Par des supporters français? Non. Qu'est-ce que tu me racontes? Par qui, Daniel? Mais en fait, les fauteurs de troubles sont quasiment... Quand dans les manifs, c'est les Black Blocs, dans ce genre de manifestations publiques, qui commet les infractions? Mais il va au bout de ton raisonnement, qui? D'après toi? Ce sont toujours les mêmes bandes de délinquants. C'est-à-dire? Ce sont toujours les mêmes bandes de délinquants. Mais qui viennent des banlieues, qui viennent des quartiers. Qui viennent des quartiers. C'est pas la vérité. Que vous le vouliez ou non, il y a eu des incidents sur les Champs-Élysées en France. Il n'y a eu aucune violence marocaine au Maroc. Il n'y a eu aucune démonstration des Français au Maroc. Il n'y a eu aucune manifestation anglaise et portugaise en France. On a eu des incidents avec des supporters marocains qui étaient sans doute français à Paris, à Lille et dans certaines régions. Non, ce que disait, et je ne veux pas traverser vos propos, Jean Messia, pardonnez-moi, chez ces délinquants, comme vous dites, il y avait des délinquants avec des drapeaux marocains sur le dos. Donc je veux bien qu'on appelle ça des black blocs. Moi, j'ai jamais vu, j'ai fait 40 manifestations de gilets jaunes, des lois sécurité globale, réforme des retraites. J'ai jamais vu un black bloc, comme vous dites, ou des groupements de black blocs avec des drapeaux de quelle que soit la nation, que ce soit française, algérienne, marocaine, tunisienne, que sais-je. Complètement. Mais c'est eux qui le font, madame. Cet amalgame est complètement... C'est eux qui le font. Quand ils défilent, attendez, quand ils défilent avec des drapeaux marocains, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas là, justement, l'alibi, vous avez utilisé le mot alibi, je suis parfaitement d'accord avec ce mot. Sauf que c'est pas un alibi pour casser seulement. C'est un alibi qui vient démontrer qu'il y a dans notre pays un volcan et vous avez là des explosions de lave identitaire qui, à chaque fois qu'elles le peuvent, jaillissent partout dans toutes nos villes. Alors un scénario catastrophe également relayé par la maire du 8e arrondissement qui, elle aussi, s'est trompée de pronostic. On peut le faire pour le 31 décembre, donc le jour du réveillon. Pourquoi on ne le ferait pas pour un événement comme ce qui va se passer donc mercredi, où tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile? Parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc des uns et des autres. Et on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en champ de bataille. Des attaques planifiées par l'extrême droite à l'encontre des supporters marocains. Le mot ratonnade est lâché à gauche, en particulier chez les Insoumis, même s'il fait débat. On discute de cette affaire, de ces violences, avec mes deux invités du jour. C'est l'heure de l'entretien d'actu. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Bonsoir Raphaël.
Raphaël, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Je me permets le tutoiement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Youssef, est-ce qu'on peut parler de ratonnade? Déjà, avant de commencer, j'aimerais déjà avoir une pensée pour cet enfant de 14 ans qui a été fauché, ce jeune montpellierien qui est sûrement sorti pour faire la fête, pour célébrer cette demi-finale et qui s'est retrouvé fauché par une voiture. Voilà, je voudrais penser à sa famille. Oui, alors effectivement, je ne l'ai pas dit parce que à ce jour, à l'heure, pour l'heure, on ne sait toujours pas si c'est un militant d'extrême droite qui l'a fauché avec la voiture. En tout cas, c'est un supporter français qui brandissait, selon des témoignages, un drapeau tricolore. En tout cas, il y a une vidéo qui circule et c'est effroyable. Est-ce qu'on peut parler de ratonnade? Après, c'est un terme qui est situé historiquement. C'est un terme qui renvoie au début des années 70, et notamment dans le sud de la France. C'est-à-dire, je pense à l'été 73, où on a eu des chasses à l'homme dans la rue, des lynchages. De jeunes, surtout à l'époque c'était beaucoup des immigrés algériens, et en fait c'était un contexte particulier parce qu'on sortait de la guerre de libération nationale algérienne. Il y avait beaucoup de rapatriés et beaucoup de pieds noirs, il y avait une ambiance, beaucoup d'anciens appelés qui ont fait la guerre d'Algérie, donc on imagine comment ça a dû travailler les esprits, cette guerre coloniale horrible, atroce, qui a encore des répercussions encore aujourd'hui. Et donc à l'époque ça a été un déchaînement de haine et de violence contre les Algériens. En fait, aujourd'hui, donc voilà, moi, j'ai pas utilisé ce terme. Pour quelle raison, Youssef? Parce que je trouve que c'est un mot, comme j'ai dit, chargé, qui renvoie à une histoire un peu peut-être par rapport aux morts. Est-ce que l'histoire ne se répète pas là? Oui, non, mais après, de toute façon, l'histoire ne se répète pas. C'est pas qu'elle se répète, je pense pas. Je pense que, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. C'est ça que je voulais dire. Et quand on regarde les vidéos, en fait, il y a toujours eu des groupuscules d'extrême droite. Il y a toujours eu des groupes organisés. C'est juste qu'aujourd'hui, on les voit, ils s'expriment parce qu'en fait, en réalité, il se passe quelque chose depuis quelques années en France. C'est qu'on a l'extrême droite qui vraiment aujourd'hui a un empire médiatique, il faut le dire, un empire médiatique autour de Bolloré qui leur permet de s'exprimer en fait matin, midi et soir. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé là, c'était des prophéties autoréalisatrices pendant plusieurs jours de cadres de l'extrême droite française, de suprémacistes blancs, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Il faut utiliser ce terme-là. Plutôt que d'utiliser le terme ratonnade, je préférerais plutôt qu'on mette ce mot-là dans le débat. Ce sont des suprémacistes blancs qui ont une idéologie de mort, qui, on l'a vu, pendant des jours et des jours, ont préparé ce qui s'est passé hier soir. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient que ça arrive. C'est-à-dire qu'ils ont armé idéologiquement des bandes de jeunes, d'accord, pour qu'ils passent à l'acte. Clairement, on les a chauffés à blanc, sans faire de jeu de mots. Juste pour finir, il faut quand même savoir que le lendemain de la qualification de la France et du Maroc pour les demi-finales, celui qui a été invité sur BFM, c'est qui? C'est Éric Zemmour. Moi, je ne comprends pas la responsabilité de ces médias, et là, c'est pas Bolloré, c'est BFM TV, d'inviter Éric Zemmour, un suprémaciste blanc, avec une idéologie bien précise qui est celle du grand remplacement, d'accord, qui passe à la télé et qui peut dire que voilà ce qui se passe aujourd'hui en France quand des jeunes Français d'origine nord-africaine, et pas que d'ailleurs aussi d'Afrique de l'Ouest et d'un peu partout en réalité, sortent dans la rue. C'est la démonstration de ce grand remplacement. Et donc forcément, d'accord, quand on passe le lendemain d'une victoire, le lendemain de ce match, on invite Éric Zemmour, forcément ça arme idéologiquement et ça donne envie à ces jeunes de passer à l'acte. Et pour finir, que s'est-il passé ce matin? Qui a été invité pour commenter encore une fois le football? Marion Maréchal Le Pen. Donc il y a une responsabilité de ces médias, clairement, et voilà, c'est une stratégie politique, voulue, médiatique, de à chaque fois mettre en avant ces figures de la suprématie blanche aujourd'hui en France. C'était une question que j'allais vous poser, la question de la responsabilité dans cette déferlante de haine. La police, effectivement, tu l'as rappelé, Youssef, a indiqué qu'il s'agissait d'attaques planifiées. Elles ont été aussi préparées à travers des discours qu'on a pu entendre, d'éditorialistes qui roulent clairement pour Jordan Bardella ou Éric Zemmour. D'ailleurs, Raphaël, tu as partagé sur les réseaux sociaux une vidéo qui, si elle n'appelle pas ouvertement à passer à l'acte, elle échauffe clairement les esprits. Voilà. Ceci n'est pas un test. Le ministère de l'Enrichissement culturel vous annonce une purge, désormais autorisée par le gouvernement français, à l'occasion de tout événement sportif incluant un pays du Maghreb. La première édition de cette purge aura donc lieu ce mercredi 14 décembre 2022 à partir de 20h. C'est officiel.
Rodéo, vol, pillage, destruction de mobilier urbain, incendie de véhicules particuliers, actes anti-français ainsi que violences envers les forces de l'ordre seront permis pendant 12 heures, à compter du coup d'envoi du match. Les criminels en prison seront libérés. Les armes à feu seront également autorisées pour tous ceux qui n'ont pas consenti à les rendre lors de la récente collecte. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Alors Raphaël, tu as partagé cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire qui l'a produite ? Et à quelle fin ? Pardon. Alors je suis désolé, j'ai plus exactement la référence. Je crois que c'est Riesenblut, un truc comme ça, une page sur Instagram d'extrême droite qui relaie souvent ce type de vidéo. Ouais, c'est ça, c'est Riesenblut MP4, là, ça s'appelle comme ça, leur page sur Instagram. Alors, c'était assez drôle parce que quand je l'ai partagé sur Twitter, les fascistes se sont empressés de dire que c'était une vidéo à but humoristique. Il va falloir qu'on m'explique quel est le côté humour dans tout ça. Et puis voilà, bah, ça rejoint un peu tout ce qui a été dit par vous-même et par Youssef sur le fait que y a des médias qui participent un peu à cette montée de l'extrême droite, qui légitiment leurs actions violentes. Et là, sur leurs réseaux sociaux, effectivement, ils se sont chauffés à blanc. La veille de leurs exactions, on met plusieurs messages sur les réseaux sociaux en disant attention, on a des alertes comme quoi les groupuscules d'extrême droite vont tenter des attaques. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc ouais, ça fait un peu froid dans le dos cette période. Et on s'attendait à des attaques des supporters marocains à l'encontre des supporters français. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. Tu as également relayé une photo très inquiétante. C'est celle de partisans d'Éric Zemmour qui célèbrent la victoire des Bleus avec un salut néo-nazi, tout en piétinant un emblème marocain après une soirée foot dans un QG aux couleurs de Zemmour 2022. C'est à Paris. Est-ce que le gouvernement a réagi, et notamment le ministère de l'Intérieur ? Alors, il ne me semble pas que le gouvernement ait réagi pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une radicalisation de ces militants de l'extrême droite. On le voit bien, même les militants de Zemmour, pendant la campagne présidentielle, qui lynchent des militants d'SOS Racisme en plein meeting devant des centaines de caméras, devant des gros médias, etc. On sent bien qu'il y a cette légitimité qui est dans leur tête, qui est bien présente et qui font qu'ils agissent un peu à visage découvert et comme si tout allait bien. Nous, ça fait des années qu'on connaît cette situation sur Lyon en réalité, notamment en 2019 lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a l'Algérie qui remporte la coupe et au fil des matchs, il y a les militants d'extrême droite qui commencent à se mobiliser pour attaquer les supporters algériens. Moi, je me souviens d'images assez choquantes. On voit une voiture d'une famille algérienne avec notamment un enfant en bas âge qui avait seulement quelques mois, il me semble. Ils avaient juste un drapeau algérien posé sur la voiture. Ils allaient klaxonner comme d'autres familles qui venaient faire la fête. Et les militants d'extrême droite chargent la voiture, éclatent la voiture. Donc voilà, nous, c'est des violences qu'on connaît trop bien. Pendant longtemps, la préfecture a caché ces violences volontairement, même des fois en mentant pour les protéger. Donc c'est sûr qu'il y a des fois une complicité de la part de certains pouvoirs publics. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pointer évidemment à chaque fois également. Et qui sont les responsables de toute cette violence, selon toi ? Les responsables, il y en a plusieurs à différentes échelles. C'est-à-dire que l'extrême droite, c'est pas seulement ceux qui s'arment et qui vont faire le coup de poing. C'est par exemple Empire Bolloré, comme l'a rappelé Youssef il y a quelques instants. C'est une partie aussi d'entre eux qui arrivent à rentrer à un moment donné dans des institutions comme la police, etc. Et évidemment, en premier lieu, les militants d'extrême droite qui eux-mêmes du coup s'organisent pour mener ces actions et qui trouvent de la légitimité dans ces actions grâce aussi à leur porte-parole, comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, qui atteignent des scores immenses. Moi, je porte aussi une responsabilité de la gauche. Nous, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement avec la Jeune Garde, de dire que pendant toute son histoire, la gauche a su se prémunir de principes d'autodéfense, notamment de nos manifestations, mais pas forcément que des manifestations de gauche, même de nos quartiers, des manifestations comme celle qu'il y a pu avoir hier pour la Coupe du Monde, et qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des organisations de gauche ont un peu délaissé cette question de l'autodéfense et qu'il serait bon de revoir ces organisations, justement, prendre ce principe à cœur au vu des attaques de l'extrême droite de plus en plus fréquentes. Là, en fait, ça va être une question de survie, tout simplement.
C'est si à un moment donné, on ne se pose pas cette question de l'autodéfense. Et l'autodéfense, c'est pas seulement dans la rue, hein, c'est partout. Partout, dans les médias, dans notre discours aussi. C'est se prémunir des discours de l'extrême droite, de leur violence et de partout. Dans la rue, dans les médias, à l'Assemblée, de partout où ça sera nécessaire. Il faudra qu'on amène à contre-discours et qu'on soit présent dans la rue pour contrer leurs attaques. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la responsabilité donc de l'extrême droite, des médias et des députés, de ces 89 députés qui aujourd'hui siègent à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est ce que Louis Boyard a indiqué sur Twitter. Hein. Pour lui, ce sont ces 80 députés du Rassemblement national qui ont libéré la violence. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, au nom du RN, a déposé plainte contre lui pour diffamation. Youssef, est-ce que tu es d'accord avec Raphaël quand il dit qu'il y a aussi une responsabilité du côté de la gauche ? Oui, ça c'est clair que moi je fais partie, j'appartiens à un mouvement qui s'appelle le mouvement antiraciste en France, des quartiers populaires, avec une longue histoire. C'est vrai que je vous dis que on a une mémoire, on sait que c'est pas du tout nouveau. Peut-être l'intensité, c'est ça qui varie en fonction des contextes sociopolitiques, économiques. Mais en fait, moi je pense, alors il faut parler de l'extrême droite, il faut parler de Éric Zemmour, il faut parler de Marine Le Pen, du RN, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Moi, je pense que pour combattre efficacement, c'est pour ça que je parle de suprématie blanche, cette idéologie-là, d'accord, il faut regarder toute la société. Et pas simplement que le RN. Et ça, c'est le problème d'une certaine gauche qui s'est focalisée sur le fait de dire que aujourd'hui, dans le paysage politique en France, le raciste, les idées racistes sont à l'extrême droite. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble du spectre politique, en fait, on va trouver des discours racistes partout. C'est ça qui fait la différence. Donc on le voit bien, je prends ne serait-ce que sur la question de l'islamophobie. La question de l'islamophobie, elle traverse tous les courants, tous les partis, toutes les tendances, les syndicats, ce que vous voulez. Et c'est ça, pour moi, c'est pour ça que quand on parle de responsabilité, oui, de la gauche, oui, il y a une responsabilité, mais y compris dans une certaine gauche qui a participé à diffuser des idées racistes. Notamment sur la question, encore une fois, de l'islamophobie, notamment la question du voile, et du foulard. Je parle du Parti socialiste, mais pas que, même une certaine partie de l'extrême gauche. Moi, je me souviens, et tu le sais, dans les années 2003-2004, c'est l'extrême gauche qui commence à porter la question du débat du voile à l'école, notamment à Aubervilliers. On le sait très bien, on a commencé à se politiser dans ces années-là. Donc on a commencé à entrer en politique à ce moment-là, en tout cas. Sur la question, quand on regarde la question des violences policières, que je connais bien au comité Adama, mais moi, j'ai passé 6 ans... Tu as été porte-parole, hein, Youssef. Oui, c'est encore en lutte, mais moi j'ai passé 6 ans, d'accord, depuis juillet 2016, 6 ans, à aller dans des espaces de gauche pour interpeller sur la question des violences policières, dire que ça existe. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, dans le débat, on parle de violences policières, ça a fait un bond énorme. Et notamment à la France Insoumise, qui parle de violences policières, la police tue, c'est un discours qu'ils assument. Mais ça, c'était pas du tout le cas en 2017, mais pas du tout. En 2017, moi, j'interpelle François Ruffin sur l'affaire Adama, au Havre, en septembre 2017, il dit, moi, j'ai besoin de faire ma propre enquête pour me positionner. C'est-à-dire que ça, c'est des petits exemples comme ça. Quand je fais le tour des universités d'été, il faut aller voir la tête des gens en 2017, en été 2017, en août, fin août, quand je parlais de violences policières. Enfin, toutes ces choses-là, il a fallu batailler, il a fallu se battre. Et tout ça, tous ces renoncements, et le fait aussi d'avoir produit un discours, a fait qu'on en est là aujourd'hui. A fait qu'aujourd'hui, on a un boulevard, effectivement, pour ces idées-là. Parce que quand on regarde du point de vue des quartiers populaires, du point de vue des militants antiracistes, en fait, on n'a pas d'alliés. C'est ça la vérité. En tout cas, aujourd'hui, s'agissant des violences qu'on a pu voir, la gauche, et l'extrême gauche ou la gauche, en tout cas à la France insoumise, on l'a vu, hein, elle s'est clairement... Mais c'est normal, c'est l'extrême droite. Elle s'est clairement positionnée, et elle a condamné, elle parle même de ratonnade. Excuse-moi, mais pour prendre un exemple, quand il y a un attentat devant une mosquée, d'accord, qui est par un ancien candidat RN à Bayonne, qu'est-ce qui s'est passé quand on a organisé la marche contre l'islamophobie ? Moi, j'ai fait partie des co-organisateurs. Mais on a bien vu qu'une partie de la gauche a dit il est hors de question, comme Yannick Jadot par exemple, je parlais de Ruffin, mais Jadot a dit qu'il était hors de question pour lui de se rendre dans cette marche. Il y a eu un débat quand même pour Ruffin savoir. Non plus d'ailleurs. Ruffin, il avait foot avec ses enfants, il mangeait des gaufres. Moi, je veux bien qu'on parle du RN, moi j'en parle tout le temps et je serai toujours le premier à en parler. Mais ça, c'est quand même problématique, c'est plus que problématique. Quand on a un attentat devant une mosquée et que tu as des gens qui vous disent que
c'est une marche de la honte, qu'on n'a pas à y être, que c'est pas notre place, etc. Ça, il faut le pointer du doigt, parce qu'après, il faut pas se plaindre on se retrouve avec 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale quand ces idées deviennent majoritaires et qu'elles sont diffusées par tout le monde. En tout cas, on va revenir sur les discours qu'on a pu entendre dans les médias durant ce mondial qui aurait contribué à ces passages à l'acte et ces tentatives de passage à l'acte. C'est un classique à chaque compétition internationale. La question de l'identité, elle va ressurgir avec beaucoup plus d'acuité quand l'équipe de France fait face à une ancienne colonie. Je pense que vous avez peut-être vu l'article passé de Ramdan Benzine qui s'intitule « France-Maroc, on sera gagnant quoi qu'il arrive ». Les jeunes Français issus de l'immigration se trouvent toujours au cœur d'un conflit de loyauté interne ou imposé, et imposé notamment, une fois de plus, par des éditorialistes proches d'Éric Zemmour qui enjoignent à ces Français, pas tout à fait français, de se positionner. Les Italiens, au bout de 2 ou 3 générations, ils étaient plus italiens, ils étaient français. Donc ils supportent la France. Même Platini, même Laurence Ferrari, qui ont des origines italiennes, ils jouent pour la France ou ils supportent la France de manière naturelle. C'est la première fois qu'un pays africain arrive à ce stade. Non. Laissez-le parler. De manière naturelle. Aujourd'hui, tu es à la 3e ou 4e génération de Marocains en France et ils soutiennent encore le Maroc comme leur pays de cœur. Ça, c'est problématique. Ensuite, tu me dis, non, attends, je ne nie pas que tu puisses avoir un attachement. Pas de problème avec l'attachement, etc. Les racines, je comprends très bien. Je le comprends d'autant plus avec le Maroc, qui est un pays magnifique que moi j'adore. Maintenant, je te pose une question. Quand il y a France-Maroc, est-ce que tu tolères l'idée que ces gens préfèrent le Maroc à la France ? Ça ne me pose aucun problème. Moi, oui. Ma réponse, c'est oui. Moi, ça me pose un problème. Et la double culture, à partir du moment... C'est pas une double culture, c'est une préférence marocaine. Voilà, typiquement, on crée un problème. Cette injonction faite aux binationaux va les assigner quelque part au statut d'ennemi intérieur. Est-ce que aussi pour vous, alors là voilà, j'éditorialise beaucoup, pour moi, ce type de discours-là, qui peut paraître un peu anodin, a contribué à toutes ces violences qu'on a pu voir hier soir. Raphaël, on va entendre un petit peu Raphaël. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, évidemment que tous ces discours ont participé à encore une fois légitimer les violences qui ont suivi pendant la soirée. On retrouve quand même un peu tout le fond idéologique un peu de l'extrême droite, qui est l'idée de dire que il y a l'homme blanc, et je rejoins Youssef sur l'idée de suprémaciste blanc, l'homme blanc viril, etc., qui est remis en question. On remet en question sa nation, et qu'il faut détruire un peu tous les ennemis qui viendraient entraver cette idée que l'homme blanc viril devrait être dominant dans une société. Et donc, effectivement, il y a cette espèce de truc qui est intolérable, l'idée que des gens puissent, sur le sol de la nation française, puissent défendre une autre identité que celle qu'ils imaginent comme étant la plus légitime. Donc là, on retrouve bien le fond idéologique de l'extrême droite. Et oui, tu l'as très bien dit durant l'introduction, l'idée que les fascistes, pendant plus d'une semaine, ont répété qu'il y allait avoir des extrêmes violences, notamment de la part des supporters marocains, des violences urbaines, des actes anti-français, comme ils aiment bien l'appeler, etc. En fait, rien du tout. Il y a de nombreuses images dans toutes les villes de France où on voit des supporters marocains, des supporters français faire la fête ensemble autour de ces matchs de foot. Et en fait, ils pètent un boulon. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait qu'avec, et ils ont raison d'un côté, avec autant d'énergie qu'ils mettent, avec des milliardaires comme Bolloré qui leur sert H24 la soupe, ils arrivent tout de même pas encore à faire unanimité dans la société, et qu'on voit bien que dans la jeunesse en France, il y a encore des gens quand même pour être à l'encontre de leurs idées, tout simplement parce que ils ont envie de continuer à faire la fête ensemble. Et à l'inverse, il y a des militants d'extrême droite justement qui vont s'organiser et qui vont provoquer des véritables émeutes. À Montpellier, c'est le truc le plus fort qu'il y ait eu, je pense, en termes d'image. C'est cette quarantaine de militants d'extrême droite qui attaquent sur la place de la Comédie des supporters marocains et français qui faisaient la fête ensemble. Évidemment, les supporters marocains étaient visés pour des raisons racistes, mais tout le monde a pris tarif là pour le coup parce qu'ils ont attaqué avec des mortiers, donc tout le monde a pris sa sauce. Et derrière, en fait, ça créait des bagarres un peu partout sur la place. Alors que juste avant qu'ils arrivent, a priori, tout allait bien. Donc, il y a bien cette volonté de l'extrême droite de déclencher un peu leur véritable fantasme, qui est de déclencher une guerre civile en France entre les races. Et donc oui, évidemment que tous ces discours ont participé largement à légitimer toutes ces actions, encore une fois. Et pour déclencher cette guerre civile, ils sont même prêts à travestir la réalité, à déformer l'histoire. Je propose de regarder une petite vidéo qui souligne un traitement journalistique très différencié. La passion du foot, du pays, on est là, on aime notre pays, on gagné.
portugais de France ou bien français d'origine portugaise, toutes les générations sont réunies autour de cet exploit. Et je suis avec un supporter qui est franco-marocain, qui s'appelle Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, ça va ? C'est compliqué, parce qu'il y a le pays de nos parents et il y a le pays qui nous a tout donné. Donc c'est compliqué. Mais Hakimi, Mbappé, on est chez nous, on est à Paris, c'est notre ville, c'est chez nous, la France c'est chez nous, on est français. Alors on voit bien que quand les supporters sont français d'origine portugaise ou des Portugais de France, il n'y a absolument aucun problème à célébrer cette pluralité des identités. Alors c'est quoi le problème ici, Youssef ? C'est parce que les supporters sont arabes ? Moi, je pense que le problème il est colonial. Moi, je pense que voilà, tant qu'on n'aura pas réglé cette question coloniale, tant qu'elle continuera à être en fait, au cœur de la vie politique française, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, à un moment donné, en fait, ça n'a jamais quitté la scène politique française, que en fait, la vie politique française est hantée par ce fantôme de la colonisation, qu'en fait, on a les descendants de ceux qui ont été colonisés auparavant en France et qui sont français aujourd'hui. Alors évidemment, mais c'est sûr que, je sais pas, quand moi j'étais petit, moi j'ai toujours été un fanatique de l'équipe de France. Genre, ça se posait même pas. Aujourd'hui, je le vois aussi sur les enfants, ceux qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, en primaire, je vois, ils sont tous à fond autour de l'équipe de France, quelle que soit leur origine, l'origine de leurs parents, etc. Je veux dire, ça, c'est évidemment que ces images-là, nous, on le sait. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, la question, c'est vraiment notre présence ici et l'idée, je pense, dans une certaine élite politique française, de tous bords confondus, c'est la question de se dire, au fond, un jour, ils vont vouloir se venger. Moi, je pense qu'il y a cette idée-là. Ils pensent ça. Ils pensent qu'ils se disent qu'un jour, ces gens-là, avec tout ce qu'on a fait, maintenant, ils ont accès à leur histoire, ils ont accès à l'histoire de leurs parents, donc on cache, on ne veut pas trop en parler, on en parle le moins possible. Ils s'organisent en association. Oui, on parle de repentance, etc. Et toutes ces idées qu'il y a derrière, dire ils veulent se venger. Alors que ce n'est pas du tout ça. En fait, regarder l'histoire en face et regarder encore ses répercussions aujourd'hui, c'est pour mieux avancer, c'est pour, j'ai envie de dire, l'intérêt du pays, l'intérêt de tout le monde. Mais en fait, il y a cette idée-là. Et cette idée, je pense, qui structure aussi la société, c'est qu'en fait, il y a vraiment l'idée qu'il y a des individus, des êtres humains qui sont inférieurs. C'est-à-dire qu'on a cette conviction-là. Il y a une partie de l'élite politique française qui pense que vraiment, ces populations-là sont encore colonisées, pour eux, dans leur tête. C'est-à-dire que pour eux, il y a encore cette domination-là. Et on le voit quand on avance un peu, je le vois dans les partis politiques, je le vois dans des lieux culturels, des lieux élitistes. On voit bien que quand il y a des jeunes arabes, noirs, musulmans, etc., qui avancent, entre guillemets, qui arrivent à émerger, on voit tout de suite cette remise en question, ce truc, oui, mais toi, t'es pas comme les autres, etc. On le sait tous dans nos vies, on le sait qu'il y a toujours ce truc-là dans le monde professionnel. Donc il y a toujours cette question coloniale qui continue, pour moi, de hanter cette société, et tant que ça ne sera pas réglé, tant que ça ne sera pas regardé en face, il y aura toujours ces problèmes-là, on aura toujours ce genre de discours sur ce que tu dis, les conflits de loyauté, sur ils ne sont pas vraiment français. Et après, il y a l'idée aussi, pour finir, c'est que la question du drapeau, c'est quelque chose de très sensible en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un massacre à Sétif et Guelma en 1945, parce qu'il y a eu un drapeau qui a été brandi par un enfant, par un jeune scout, un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il a été abattu parce qu'il a brandi un drapeau algérien à l'époque. Et derrière, on a eu quasiment plus de 30 000 morts pour un drapeau. Juste au moment de la libération du pays contre le nazisme, avec des troupes coloniales qui ont participé à la libération. Donc, c'est-à-dire des troupes algériennes, notamment. Pas que, mais notamment. Et ça, cette idée du drapeau, il y a quand même un traumatisme, encore une fois, qui n'est pas réglé par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Et vraiment, pour finir, c'est que moi, je m'interroge sur le nombre de commentateurs sportifs qui ont fait notre enfance. Je pense que quelqu'un comme Pascal Pro, je le regardais sur Téléfoot. Il était jeune à l'époque. Je me dis, mais en fait, c'était tous des racistes ou quoi ? C'était incroyable. Les masques tombent. Mais oui, mais regardez tous les commentateurs sportifs qui sont vraiment ultra réacs, qui ont les pires discours et qui commentent un sport, notamment le football et l'équipe de France de football, qui est composée essentiellement de descendants de personnes qui descendent, en tout cas leurs parents viennent du continent africain. Donc tu parles de l'impensé colonial, et d'ailleurs sur ce sujet je recommande une autrice, psychologue et psychanalyste, Malika Mansouri, qui a écrit Révolte coloniale
révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone et qui parle de la question de la transmission transgénérationnelle et de ce passé qui se télescope dans le présent. Tu as parlé de ce drapeau qu'on a brandi à Sétif et derrière 30 000 morts. Tout à l'heure, Raphaël parlait de ce drapeau en 2019 algérien qui a été brandi par un supporter et qui a été du coup visé par une attaque et par des violences. Toujours sur ce colonial, d'ailleurs, tu disais que ça hante beaucoup aussi les esprits, mais au sein d'une classe politique, j'ai envie de dire pas seulement, même les journalistes s'y mettent. Je pense que vous avez dû voir cette petite vidéo d'Yves Calvi qui met vraiment les pieds dans le plat. C'est pas si le roi Mohamed VI fera le voyage, mais dans tous les cas, l'excitation est à son comble. Pour les grincheux qui s'inquiètent des éventuels débordements en France, rappelons que le Maroc n'est pas l'Algérie, que nous n'avons pas été divisés par une guerre coloniale et enfin que les Marocains sont exactement comme nous en 1998. Ils attendent depuis si longtemps une grande victoire de leur équipe, autant nationale que binationale. Il y a quand même eu une guerre coloniale au Maroc. Tu veux dire quelque chose, Youssef ? Oui, alors ça c'est typique, on en parlait tout à l'heure, on a fait une blague tout à l'heure un peu hors antenne, mais c'est typique l'opposition entre Marocains et Algériens. C'est qu'en fait les Marocains c'est les bons élèves, c'est ceux qui c'est les disciplinés, c'est les travailleurs. D'ailleurs c'était des mineurs dans le Nord, ils étaient dans la SNCF, on a bien vu comment ils ont été traités, que ce soit dans les mines du Nord comme pour la SNCF, ils ont été discriminés, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Et les Algériens, qui sont agités, qui sont violents par nature, qui ont ce gène de la violence, pas civilisé, etc. Et ça, c'est une reconstruction coloniale typique. C'est un peu l'opposition entre Arabes et Kabyles. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les Kabyles, c'est les civilisés contre les Arabes, etc. Et ça c'est encore une fois, quand je parle d'impensé colonial, quand je parle de continuum colonial, c'est exactement ce qui vient d'être fait là. C'est-à-dire qu'en fait, soi-disant, il y aurait eu un rapport pacifique, une histoire d'amour, pour reprendre Emmanuel Macron, avec le Maroc et la France, ce qui est complètement faux. Ça a été une colonisation ultra violente, et ne serait-ce que la guerre du Rif. La guerre du Rif, il faut le savoir, c'est Franco, espagnol, et Pétain, ensemble, qui ont réprimé la révolte extraordinaire de Abdelkrim el-Khattabi, pendant la guerre du Rif dans les années 20. Et il faut savoir que c'était la première fois qu'on a utilisé des armes chimiques sur des populations civiles. Ça a été fait dans les tranchées Première Guerre, et ça a été utilisé massivement, avec des répercussions encore aujourd'hui sur les populations du Rif, où il y a des cancers dus à l'utilisation du gaz moutarde qui a été massivement déversé sur des populations civiles pour détruire la République du Rif qui avait été autoproclamée par Abdelkrim el-Khattabi. Donc l'utilisation d'armes chimiques, les massacres de masse, etc., on ne peut pas dire que c'était une grande histoire d'amour entre la France et le Maroc. Alors toutes ces images de violence, on les a récupérées sur le Twitter de Raphaël Arnaud. Donc on voit des on va dire Français entre guillemets de souche chargés des Français d'origine marocaine, donc qui ne sont pas tout à fait français. Est-ce que tu ressens, tu as cette impression toi aussi, Raphaël Arnaud, que on a mis en scène quelque part ce combat entre cet affrontement entre pays colonisés et pays colonisateurs? Ce que semble un peu décrire Yves Calvi dans son intervention. Oui, il y a une vraie volonté de la part des groupes d'extrême droite encore une fois, de provoquer cette fameuse guerre civile qui théorise depuis maintenant des années, avec cette théorie du grand remplacement, comme quoi les populations principalement africaines, donc voilà, des ex-colonies françaises viendraient se venger des Français et viendraient prendre le pays à grands bras. Et donc, tout est fait, effectivement, de la part des militants d'extrême droite pour provoquer ça. On peut quand même relativiser dans le sens où il y a un véritable échec de la part de ces groupes d'extrême droite, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Dans les villes, en réalité, il n'y a eu aucun affrontement réel entre blancs et non-blancs, pour caricaturer un peu. Les seuls affrontements qu'il y a eu, c'est les affrontements provoqués par les militants d'extrême droite eux-mêmes. Donc finalement, qui étaient quand même très minoritaires. Par contre, le danger qu'on doit se poser, c'est si à force, qu'ils prennent de la place, notamment d'un point de vue médiatique, politique, et aussi dans nos rues, à force, malheureusement, peut-être qu'ils vont bien réussir à déclencher quelque chose. Je ne sais pas dans combien de temps ça sera, c'est très difficile à estimer. Ça dépend de tout un contexte politique, économique, social qui est malheureusement très instable actuellement, donc qui fait que très rapidement la politique peut évoluer dans un sens comme dans un autre. N'empêche que nous, on a une responsabilité aujourd'hui, toutes et tous, à se poser les bonnes questions et à réfléchir à comment faire reculer l'extrême droite. J'entends bien Youssef lorsqu'il parle des problèmes beaucoup plus
gros dans notre société, notamment la question du racisme, qui est aussi un problème qui se pose à gauche, notamment la question de l'islamophobie, mais beaucoup d'autres questions, que ce soit le sexisme, évidemment la lutte contre le capitalisme, comme société inégalitaire aujourd'hui dans laquelle on est. Moi, je pense que quand même, il y a un problème vis-à-vis de l'extrême droite, où il y a une forme d'autonomie de la part de ces groupes d'extrême droite en dehors de l'État bourgeois qui arrivent à s'organiser aujourd'hui, qui arrivent à imposer leur calendrier politique, qui arrivent à nous imposer leur violence, qui des fois, et d'ailleurs est couvert encore une fois par certains pouvoirs publics. Donc moi, je pense qu'on a tout intérêt quand même à se poser la question de comment y répondre le plus efficacement possible, encore une fois, de partout. Et ça passera aussi évidemment en créant de la solidarité de partout, que ça soit à travers nos luttes, que ça soit à travers des événements comme hier, lors des fêtes, absolument créer du lien, toutes et tous ensemble, et c'est la meilleure façon d'y répondre. On voit bien, du coup, que le sport est politique, contrairement à ce qu'a pu soutenir Emmanuel Macron. Je vous propose de regarder un dernier magnéto qui est assez édifiant. Les joueurs marocains sont devenus les porte-drapeaux de la cause palestinienne, alors que le Maroc a été un des premiers pays arabes à avoir normalisé ses relations avec Israël. Les joueurs marocains, on l'a vu, ont brandi le drapeau palestinien après leur victoire contre le Canada. Et puis toute l'équipe a posé autour de ce même drapeau après avoir éliminé l'Espagne le 6 décembre. Ce soutien appuyé aux Palestiniens est encouragé par les autorités au Qatar, à Doha. Il est souligné par la chaîne panarabe Al Jazeera qui émet du Qatar. Et d'après le journal Le Monde, tout cela avec le soutien tacite du président de la FIFA qui condamne la politique dans le sport en général, mais qui, en l'occurrence, a des indignations sélectives. Ce soir, ce sera donc la France contre le Maroc, mais aussi la France contre le monde arabe et la Palestine. Ça sera la France contre le Maroc, contre les pays arabes et contre la Palestine. On a évoqué le colonial. Maintenant, question d'évoquer la question du conflit. Oui, c'est toujours, effectivement, au fond. C'est toujours colonial. Et la question de la Palestine. Bah oui, mais je veux dire, en fait, c'est parce que les gens, en tout cas, ce commentateur-là, il ne connaît pas très bien le monde arabe. C'est-à-dire qu'en fait, le drapeau palestinien, c'est un étendard, c'est un emblème, en fait, de tous les matchs de foot dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'intéresse un peu au foot, je parle aux championnats locaux, notamment au Maghreb et ailleurs, surtout au Maghreb, parce que c'est surtout là qu'il y a il y a quand même... des matchs assez... on peut dire que c'est des matchs où il y a des supporters massivement. En fait, il y a toujours eu des chants pour la Palestine. Enfin, je veux dire, ça a toujours été. C'est un lieu de politisation, en fait, les stades en Afrique du Nord. En fait, il faut savoir que toutes les révoltes qui ont eu lieu contre le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe, en 2011, contre Moubarak, contre Bouteflika plus récemment en 2019, mais le mouvement du 20 février au Maroc, en Tunisie contre Ben Ali, en fait, c'est venu des stades. Parce qu'ils ne connaissent pas ces sociétés-là. Et en fait, la jeunesse est très politisée. Très, très politisée. Et elle se politise dans les stades parce que c'est le seul endroit où il y a encore un espace d'expression dans les tribunes et notamment dans les chants. Et donc, tous les chants contre Moubarak, contre tous les dirigeants, tous les dictateurs, venaient des stades, en fait. Venaient des stades. Un peu ce qu'on voit en France avec notamment les Gilets jaunes, où c'était des chants des supporters français dans les clubs. Et la Palestine a toujours joué un rôle très important de ciment, en fait, de conscience, d'unité qui dépasse les nations. La Palestine a toujours joué un rôle de politisation dans le monde arabe, mais même, j'ai envie de dire, même en France. Dans le mouvement antiraciste, en France, dans les années 70, la Palestine a toujours joué un rôle très important. Notamment, je pense au mouvement des travailleurs arabes, le MTA, qui a lancé d'ailleurs des grèves suite au ratonnat de l'été 73. Et la marche pour l'égalité, les jeunes brandissaient des kéfiers en tête de cortège. La marche de 83 pour l'égalité et contre le racisme. Donc en fait, juste pour finir, ce drapeau palestinien, c'est pas que l'équipe du Maroc, c'est d'ailleurs on l'a vu dans toutes les tribunes, dans tous les matchs, on a vu des supporters anglais, on a vu des supporters uruguayens, bref, c'était le monde entier en fait qui disait Free Palestine et qui refusait de participer à des interviews avec des journaux, avec des médias israéliens qui étaient présents au Qatar. Et d'ailleurs, le Qatar a laissé une ligne directe pour permettre aux correspondants de venir à Doha. Et ça, c'est intéressant parce que, juste pour terminer, sur les accords d'Abraham qui sont mis en avant, et qu'en fait, on le voit bien, qu'en fait, c'est des dictatures qui signent, notamment des monarchies,
rétrogrades, réactionnaires qui signent des accords avec un État colonial qui pratique l'apartheid et la colonisation de peuplement, et qui signent avec eux, et qu'en fait les peuples, en réalité, sont toujours attachés à la justice. Oui, c'est pour ça que je pense que ça surprend plus spécifiquement là, parce que le Maroc, et donc Mohamed VI, a normalisé les relations avec Israël, et là on voit que finalement le peuple est toujours attaché à la liberté de la Palestine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'unité, c'est encore, on va parler de fantasme, l'unité des pays arabes, donc des Arabes, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, qui pourraient expliquer toutes ces peurs, toutes ces craintes et ces tentatives d'attaque? Non, bien sûr que la Palestine joue ce rôle d'unificateur en fait du monde arabe. Mais ce qui est bien, c'est qu'Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, l'a très bien précisé à chaque fois. Il n'a pas arrêté de le répéter, et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Et j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a dit on est là pour l'Afrique. Donc oui, évidemment, il y a un lien culturel. Il y a un lien culturel qui unit par la langue le monde arabe. Mais voilà, le Maroc est là pour l'Afrique. Et c'est bien qu'un pays africain soutienne la Palestine. Voilà, je trouve que c'est même plus fort symboliquement, parce qu'on sait que par ailleurs, l'État colonial d'Israël tente de rentrer dans l'Union africaine, veut être membre observateur, il veut intégrer cette organisation continentale très importante, très stratégique, et que du coup, ça envoie un message qu'en fait non, on n'est pas prêt à ça. Qu'en tout cas, les peuples ne le voudront pas. Et ça, je trouvais que c'était magnifique pour tout ça. Je trouvais vraiment l'équipe du Maroc pour ça, c'était incroyable. D'un point de vue politique, moi je suis côté militant, quand Regragui a dit ça, voilà, on est là pour montrer que l'Afrique sait faire des belles choses. Et voilà, j'étais conquis. Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde, membre de l'Observatoire de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a des manifestations qui seront organisées pour dénoncer toutes ces violences qui ont eu lieu hier? Alors pour l'instant, on n'a pas prévu de date en particulier, surtout que c'est quand même des dates à chaque fois qu'on espère collectives, avec le maximum d'associations, syndicats, partis, peu importe. Donc il n'y a pas encore de date prévue. Puis là, on a un calendrier quand même assez chargé, notamment avec les retraites, la question de la réforme des retraites, sur lesquelles aussi, évidemment, on est très mobilisé, parce que si aujourd'hui on en est là et qu'il y a des gens qui se tournent vers l'extrême droite, c'est bien aussi parce que ça fait des années que les gouvernements successifs nous en mettent plein la tronche. Et lorsque on en a plein la tronche et qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner, à l'extrême droite, pour certaines personnes, ça peut devenir une solution. Donc, en tout cas, ils espèrent une solution, même si pour nous, c'est un véritable problème, parce qu'on voit bien ce que vote l'extrême droite à l'Assemblée. C'est tout avec En Marche et rien pour les classes populaires. Mais donc, il y a ce calendrier chargé. Après, évidemment, qu'on garde dans le coin de la tête qu'il va falloir absolument se bouger sur la question de l'extrême droite. Et ça passera par des mobilisations massives, parce qu'il y a encore de l'espoir dans ce pays, beaucoup d'espoir. Il y a encore beaucoup de monde qui veut crier sa rage contre cette montée de l'extrême droite, contre leur violence. Donc, très rapidement, il y aura des dates, et n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, etc. On vous tiendra informé. Merci pour cette note d'espoir, Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde et membre de l'Observatoire de l'extrême droite. Et merci beaucoup aussi à Youssef Brakni, militant des quartiers populaires, qui a une très bonne connaissance des luttes, puisqu'il est aussi professeur d'histoire, je le rappelle. Merci à vous deux, merci à vous également de nous avoir suivis.